Tome 2, chapitre 3. Nous progressions depuis un long moment sur le rude sentier qui mène à Kandou. Mandjakou marchait très lentement, mais d'un pas régulier. À mon grand étonnement, il ne donnait aucun signe d'essoufflement. Il avait insisté pour que je l'accompagne, ne pouvant affronter seul les 4 heures de trajet sur ce chemin parfois scabreux et étroit, que sa vue défaillante rendait dangereux pour lui. Je le suivais, attentif, prêt à intervenir si nécessaire, tout en lui indiquant d'avance les pièges éventuels rencontrés. Je ne savais pas encore que ce serait pour lui la dernière occasion de retrouver Fatouma, la nourrice de Mab, ce jeune homme dont je tentais de retracer la vie. Je soupçonnais Mandjakou d'avoir été très amoureux de cette femme. Sans le savoir, il allait par la même occasion faire ses adieux à son ami et vieux complice Zoroastre, le guérisseur, avec lequel j'avais déjà noué des relations de confiance. Mandjakou est parti voyager, quelques mois après. Je le sentais heureux, un peu euphorique. J'en devinais la raison. Curieux, je me lançai. « As-tu aimé Fatouma ?» Nous nous étions mis en marche tôt. Les premiers rayons de soleil invitaient les rares fleurs, les herbes séchées, les arbres reposés, la terre bâillant de fatigue à une symphonie de parfums légers et délicats. Toutes ces notes de senteur jouaient une partition silencieuse, dont l'âme de Mandjakou, harpiste impromptu, reprenait les accords. Plus loin, la colline au rocher noir exhalait sa rancœur, en odeur rance et tiède, tandis que le marigot proche diffusait sa mélancolie en fragrances humides et enveloppantes. Je renouvelai ma question. « As-tu aimé Fatouma ?» Mandjakou ne me prêtait plus attention. Plus exactement, il ne m'entendait pas. Il communiait avec sa terre. Ce ne fut qu'une fois disparu loin derrière nous le haut plateau de la territe brune, criblé de cailloux noirs qui domine la vallée de Kangoulou, que Mandjakou cessa son écoute. Il s'arrêta, prit une longue inspiration. Le plaisir gourmand de s'être encore une fois gavé du lait de la terre peignait sur son visage la beauté perdue de l'enfance. « As-tu aimé, Fatouma ?»« L'amour, suis-je bien placé pour t'en parler ?» Une fois encore, Mandjakou ne répondrait pas à ma question. Mais je le laissai poursuivre. La lionne s'occupe de ses lionceaux avec beaucoup d'attention, afin de leur donner les capacités de se défendre, de se nourrir, de mener leur existence la plupart du temps loin d'elle. Tout ce qu'elle leur offre n'a pour but que de les rendre libres, épanouis, suffisamment armés pour choisir leur propre chemin. Ce qui est vrai pour la lionne est vrai pour presque tout le règne animal. Alors pourquoi si différent pour les êtres humains? Aimer est un acte d'émancipation. C'est simple à dire, mais si compliqué pour nous. As-tu remarqué que nous confondons souvent aimer une personne avec aimer l'amour que cette personne peut avoir pour nous? Le comportement de l'animal est instinctif, rarement celui de l'homme. Peut-on parler d'amour pour un animal? Oui, je pense que la lionne aime ses petits. L'amour existe indépendamment de la conscience que l'on en a. L'amour est bien autre chose qu'un sentiment, c'est un comportement. Ce n'est pas parce que l'homme peut, lui, s'interroger sur ce comportement qu'il en est l'unique protagoniste. Quand 2 êtres s'aiment, il y a toujours le désir d'être ensemble, quelque part une idée de possession. La douleur de la séparation est souvent liée, lors de l'éloignement de l'autre, à sa disparition de notre environnement proche et familier. Tu parles d'affection, d'attachement, de désir, d'envie, tout cela existe. Mais l'acte d'amour, je le répète, est essentiellement libérateur. Je ne vois là aucune incompatibilité. Aider son prochain à s'épanouir, lui donner les moyens et les capacités de faire ses propres choix n'a que rarement pour conséquence la séparation, bien au contraire. Et puis si tel est le cas, il faut s'y résoudre. C'est l'ultime acte d'amour. Comment peut-on parler de civilisation humaniste et émettre simplement l'idée qu'un être humain puisse appartenir à un autre, de gré ou de force? Notre conversation fut interrompue par les aboiements de Boudos, le chien de Mab, qui nous avait senti approcher depuis longtemps sans doute. Nous étions parvenus à l'aplomb du grand rocher noir qui précède la dernière pente raide menant aux premières cases du village. Boudos avait vieilli. Il ne galopait plus à notre rencontre comme auparavant, ne nous sautait plus dessus en pleine course, manquant de nous renverser si nous n'y prenions garde. Il nous observait du haut de ce promontoire naturel, et l'on pouvait deviner sa queue dansant une samba de bienvenue. Dès lors, je savais que l'esprit de Mandjakou rejoignit celui de Fatouma. Il n'était plus avec moi, et ne le serait plus jusqu'à notre départ de Kandou. Je gardai le silence et m'abandonnai à l'émotion de retrouver mes amis de ce hameau, Zoroastre, bien entendu, mais aussi Zimba Traoré, qui m'avait appris à pister l'antilope et à l'approcher de si près que la première fois, j'avais tendu la main pour la caresser,
me faisant vertement réprimander. Ousmane Traoré, le chef du village, tellement plein de perspicacité et de gentillesse. Enfin tous ces habitants et ces habitantes qui ne possédaient qu'un bout de champ aride, une case fragile, toujours bien entretenue, et une si belle richesse humaine, brodée des fils invisibles du partage, du sens de l'accueil, de l'écoute bienveillante, de la volonté affirmée de comprendre. Je ne souhaite pas faire un portrait idyllique de Kandou. On y croisait aussi l'enfant malade et maigre, aux yeux purulents où s'agglutinaient les mouches, celui ou celle qui, sous prétexte de ne pouvoir se procurer un médicament, cherchait à me soutirer quelques monnaies, celle au sourire aguicheur qui me proposait son corps et sa jeunesse froissée au détour d'un tronc d'arbre contre rétribution. Mais au milieu de la misère, au sein même parfois de la désespérance, surgissait comme un diamant précieux une humanité étincelante d'amour. D'amour, oui, Mandjakou avait raison. Ces gens me libéraient de mes préjugés, me dépouillaient de mes habits trop étroits d'égoïsme et de certitude. Ils m'offraient un regard sur moi-même. Grâce à eux, ma vie prenait pour un temps un autre chemin, un chemin de liberté, le mien. Des crânes d'animaux, des squelettes de lézards et d'oiseaux pendus au mur semblaient suivre tous mes mouvements. Je me sentais épié, mais ne parvenais pas à discerner par qui ni par quoi. Tout me paraissait hostile, bien que parfaitement en ordre. Et cet ordre lui-même avait quelque chose d'inquiétant. Des sacs emplis d'herbes séchées, alignés sur l'un des côtés de la case, propageaient des vapeurs irritantes. D'une multitude de fioles et de fonds de bouteilles en plastique, contenant onguents, poudres et mélanges aux couleurs diverses, sourdait une menace lente et imminente. Au milieu de ce carbet, posée sur 3 pierres inégales, une table basse, faite d'une planche étroite aux extrémités rongées par les termites, semblait vomir les reliquats non nettoyés d'une préparation récente, diffusant un remugl nauséabond. J'étais seul dans la case de Zoroastre. À mes pieds, finissait de se consumer un assortiment de brindilles crépitantes et d'herbes odoriférantes. J'éprouvais à présent la sensation rassurante de réintégrer mon corps, en même temps que mon esprit s'efforçait de reprendre possession de l'environnement réel. Je suis resté ainsi, immobile, longues minutes sans doute, avant de retrouver totalement ma conscience. J'ai trouvé la force enfin de quitter les lieux, mais avec difficulté, comme si des liens invisibles m'y rattachaient et tentaient de s'y opposer. Je tibutais jusqu'au flamboyant qui m'offrait son tronc familier comme tuteur, juste en face de la concession du guérisseur. Le jour déclinait. Le silence n'était troublé que par quelques frôlements d'ailes d'oiseaux rasant le sol à la découverte d'une graine ou d'un insecte. J'observais consciencieusement les alentours, à la recherche d'une âme connue. Vainement. Même Boudos, qui ne manquait jamais une minute pour me provoquer et jouer avec moi, était absent. Je pris une profonde inspiration, suivie d'une longue apnée, les yeux fermés, comme Mandjakou me l'avait appris. Tout mon corps vibrait aux ondes de plénitude émergeant des tréfonds de la terre. Quand je rouvris les yeux, mes angoisses avaient disparu. La dépression dont je souffrais depuis quelques semaines me parut n'être qu'un vague et lointain souvenir. Aujourd'hui encore, je m'interroge et je n'ai pas toutes les réponses. Mais l'expérience traversée ce jour-là constitue l'un des moments les plus troublants qu'il m'ait été donné de vivre. Mais comment en étais-je arrivé là? Endurant une sévère déprime dont je ne parvenais pas à sortir depuis bien des jours, j'avais pensé retourner en Afrique. Joignant l'utile à l'agréable, j'espérais à la fois y terminer l'enquête que je menais depuis des mois sur la vie de Mab, enfant de Kandou à la singulière destinée, et trouver les chemins de l'apaisement auprès de la bienveillance de mes amis, et de Mandjakou en particulier. Dès mon arrivée, ce dernier avait jugé mon état et m'avait offert avec discrétion son écoute et son affection. Il n'avait plus fait la moindre illusion à mes soucis personnels par la suite, respectant mon silence. Et puis vint ce mercredi matin. Mandjakou m'avait demandé de l'accompagner visiter les malades de Kangoulou qui sollicitaient l'intervention de Zoroastre, le guérisseur de Kandou. Mandjakou agissait en amont, triant d'une part ceux pour lesquels il pouvait lui-même donner des conseils et apporter un soulagement, d'autre part ceux pour lesquels il lui paraissait nécessaire de faire appel à la science de Zoroastre. Il avait acquis une grande expérience, ayant beaucoup appris de Zoroastre sur les vertus des plantes pour la préparation d'onguents et de tisanes aux propriétés diverses. En fin de matinée, j'invitai Mandjakou à partager mon déjeuner. Un délicieux riz au soumbala, accompagné de cuisses de poulet grillées. J'attendis que mon ami ait fini son repas. Il mangeait avec lenteur, savourant longuement chaque bouchée.
Tant que le dernier grain de céréales n'aurait pas disparu de son assiette, il était inutile de l'interroger. Il ne répondrait pas. La chaleur encourageait chacun à la sieste, et le moindre ombrage accueillait un homme ou un enfant étendu sur un pagne, à même le sol. Les femmes étaient pour la plupart retournées à l'intérieur des concessions. Les ultimes bruits de vaisselle s'estompaient, les cris des bébés s'étouffaient sur les seins offerts. Mondjakou m'observait. Il avait senti ma curiosité. Son regard m'invitait au dialogue. Tu as donné une pommade de ta fabrication au jeune Mamadou pour aider sa plaie à cicatriser. Par contre, tu conseilles à la petite Imena, qui souffre d'une crise de paludisme, de partir consulter Zoroastre. Tu me dis pourtant connaître les ingrédients nécessaires à la confection de cette tisane censée la rétablir. Si cette décoction suffit, pourquoi se déplacer à Kandou? Il me semblerait plus sage de l'envoyer au dispensaire de Boudiou, qui n'est qu'à 35 kilomètres. Je lui conseille d'aller là où je sais qu'elle sera guérie. Sa crise est trop grave pour que notre décoction d'herbe habituelle suffise. Quant à l'envoyer au dispensaire, où lui sera administré un cachet d'aspirine, à condition qu'il leur en reste, c'est parfaitement inutile. Donc si demain j'ai à mon tour une crise de paludisme, tu me conseilleras les soins de Zoroastre? Non, j'imagine que non. Et pourquoi donc? Mondjakou prit le temps d'une réflexion très longue, au point de me faire déjà à l'idée de ne pas obtenir de réponse. Il me fixait avec attention. Puis il continua. Ton cerveau est le pharmacien le plus prolifique et le mieux adapté à ton propre cas. Lors d'un déséquilibre dû à l'intrusion d'un virus, d'une bactérie, ou simplement au dysfonctionnement d'un organe, pour une raison ou pour une autre, ton cerveau réagit en mobilisant les ressources utiles à la production des substances destinées à aider ton corps à retrouver son harmonie, et ton esprit à participer pleinement à ce rétablissement. Dans une infinité de cas, les problèmes sont réglés, et tu n'en as même pas eu conscience. Ces hormones, protéines ou autres, ne sont pas toujours suffisantes, ou sont d'une efficacité trop lente. Soit la maladie est trop avancée, trop grave, de nouvelles substances doivent être apportées de l'extérieur pour interagir avec celles produites par le corps. C'est la combinaison des deux qui favorise la guérison. Soit le cerveau n'a pas été correctement stimulé pour déclencher les mécanismes adéquats, et il faut l'aider. Le premier cas est celui de Mamadou. La crème vient accélérer le processus de cicatrisation. Pour Imena, son état est tel que les éléments apportés par les tisanes ne seront pas suffisants, son cerveau n'ayant pas ou ayant mal joué son rôle. Il convient de l'aiguillonner, de le dynamiser. Ce sera la finalité des rites auxquels Zoroastre va soumettre Imena. J'ignore tout de ces rites. Les connaissances de Zoroastre sont empiriques et se pérennisent par voie orale. Je sais seulement qu'ils sont différents, adaptés au type de pathologie. Tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi ne me proposerais-tu pas les services de Zoroastre? Es-tu victime d'arachnophobie? Non, pas que je sache. Si je te montre une araignée, tu n'auras donc pas de réaction particulière. Mais pour celui qui en a peur, le cerveau déclenchera une production d'adrénaline. Ce que je veux t'expliquer, c'est que nous ne réagissons pas tous de la même façon aux mêmes stimuli. Le cerveau est complexe, et ses répliques sont pour beaucoup tributaires de notre éducation, de notre environnement, et d'une façon plus générale de notre culture. Ton esprit de culture occidentale ne répondra pas de la même manière que celui d'Imena, de culture africaine. Vouloir appliquer brutalement une médecine africaine ou chinoise à un patient issu d'une civilisation occidentale est une absurdité. Les médecines traditionnelles sont totalement immergées dans les civilisations à l'intérieur desquelles elles exercent. En dehors, leur efficacité devient aléatoire. Pourtant, beaucoup de mes compatriotes te diront trouver dans la médecine chinoise, par exemple, de véritables soulagements. Certes, mais je vois parmi eux deux catégories. La première constituée de ceux qui ont fait l'effort de comprendre la culture chinoise. Quand je dis comprendre, je parle du sens étymologique du terme, prendre avec soi, assimiler. Ceux-là ont ouvert leur esprit et lui ont appris à réagir à la chinoise, au traitement chinois. La deuxième catégorie est plus indéfinie. Elle ne regroupe que les patients qui utilisent des techniques de la médecine chinoise, qui ne font pas appel aux réactions du cerveau, à des stimuli, comme l'acupuncture par exemple. Notre médecine occidentale est essentiellement à base de médicaments. Elle paraît tout de même très efficace. Tu ne m'entraîneras pas dans une vaine opposition entre les différentes médecines. Chacune a sa part de vérité. En Occident, vous vous êtes trop éloigné de la source. Vous avez mis trop de frontières entre votre âme et votre environnement naturel. Vous n'abusez pas des médicaments. Vous vous êtes contraint à les utiliser de façon presque exclusive. Et cela ne condamne pas leur emploi.
Dans de nombreuses maladies graves, ils sont le seul remède, le seul espoir. Simplement parce que la nature ne distingue pas le bien du mal. Si le déséquilibre est trop grand, s'il présente un danger de chaos, la nature choisit la mort comme ultime et définitif remède. Par ailleurs, votre médecine tente de s'affranchir des contextes culturels. Est-ce un bien, est-ce un mal? D'une part, elle permet de lutter contre des maladies graves vis-à-vis desquelles des médecines traditionnelles sont souvent démunies. Mais d'autre part, elle est couramment agressive, contre nature. Toute civilisation a ses mérites et son approche de la médecine. Ne dressons pas de barrières. Le progrès réside dans le partage des cultures. Il n'existe pas d'autre chemin. Tu ne me crois donc pas assez au fait de ta culture pour mériter les attentions de Zoroastre? Si, pour soigner une crise de paludisme, par exemple. Mais pour le mal qui te ronge, certainement pas. À moins que... Manjaku se tut. Son esprit luttait entre son désir de poursuivre sa phrase et le sentiment d'être allé trop loin. De légers tressaillements de son visage trahissaient son désarroi. Je le laissai à ses interrogations, malgré la curiosité qui me rongeait. Je me levai et lui proposai de l'accompagner jusqu'à sa demeure. Nous n'échangeâmes pas un mot pendant le trajet. J'étais mal à l'aise. Je ressentais le silence de Manjaku comme une défaite. Parviendrais-je un jour à partager totalement sa culture? Finirait-il par m'accorder pleinement sa confiance? Il faisait très chaud. Mes problèmes reprenaient le dessus. Je n'avais plus qu'une envie, partir. À moins que tu acceptes une forme d'abandon provisoire, mais total. Manjaku s'était arrêté. Depuis un moment, il marchait quelque part derrière moi. Prisonnier de mes pensées noires, je n'y avais pas prêté attention. Je me détournai vivement. Mon cœur jouait d'une tintame, mes mains tremblaient. Abandon de quoi? Explique-toi, s'il te plaît. Il s'agit d'accepter de renoncer au contrôle de toi-même, au bénéfice exclusif de Zoroastre. Cela nécessite de ta part une totale confiance en lui. Une fois mis en condition, tu ne seras plus en mesure d'inverser le cours des choses. Tu m'inquiètes et tu m'intrigues à la fois. Zoroastre te fera boire une préparation dont il a le secret. Sans doute également respirer des vapeurs hallucinogènes. Je n'en sais pas plus. L'objectif est d'empêcher dans ton cerveau l'apparition de réactions bloquantes dues à ta culture, afin d'obtenir un terrain neutre sur lequel il pourra agir. Ne me demande pas trop d'explications que je ne peux pas te donner. J'ai été témoin de l'efficacité de Zoroastre lors de la sérieuse dépression dont a souffert Fatouma après le départ de son fils adoptif Mab. Mais pour ce qui te concerne, tu n'es pas de notre culture. C'est un handicap profond. C'est pourquoi j'en ai parlé à Zoroastre. Tu en as déjà discuté avec Zoroastre sans mon accord? Que sais-tu réellement de mon problème? Rien que tu ne m'aies dit par ton comportement ou tes réactions. Zoroastre s'entretiendra avec toi, sans doute longtemps, pour déterminer avec précision ton mal. Tu devrais être totalement sincère. Tu peux sur ce plan lui faire confiance. Il n'ira pas plus loin s'il n'est pas sûr de lui. Zoroastre m'a certifié qu'en tout état de cause, le seul risque est qu'il ne parvienne pas à te guérir. Néanmoins, les réactions physiques peuvent être violentes. Laisser son esprit sous le contrôle de quelqu'un n'est pas un choix anodin, même si j'ai une grande confiance en Zoroastre. Je comprends, la décision t'appartient. Nous nous sommes quittés sur ces derniers mots. C'est là, mais extrêmement troublé, que je retournai vers mon logis. Les nuits suivantes furent agitées et courtes. Je finis par accepter, plus par déréliction que par raison. Quelques jours après, nous étions à Kandou. Zoroastre m'attendait. J'étais assis sur une natte, à terre, maintenu par un dossier tabouret. Je ne sais comment désigner cet objet constitué d'un bois à peu près rectangulaire, légèrement creusé, pour accueillir confortablement le dos. L'une des extrémités est affinée pour se glisser sous le sacrum, tandis que deux pieds perpendiculaires le captent en position presque verticale. Je bus lentement la mixture préparée par Zoroastre. Le liquide, imperceptiblement amer, n'avait pas vraiment mauvais goût. Mais la calebasse qu'il recelait était volumineuse et contenait bien 2 litres de ce breuvage. Il faut tout absorber, mais prends ton temps, m'avait prévenu Zoroastre. Tandis que j'avalais, gorgée par gorgée, je repensais à la discussion inattendue que je venais d'avoir avec le guérisseur de Kandou. Nous avions parlé comme de vieux amis qui se retrouvent après une longue absence. Comment vont les enfants? Quels sont leurs projets? Quel temps faisait-il en France? Etc., etc. Vers la fin, notre échange avait pris une tournure plus personnelle. Zoroastre m'avait interrogé sur le sens que je donnais à la vie, l'idée que je me faisais du bonheur, de l'amour, du partage. Puis il s'était levé et m'avait simplement dit « Bien, j'en sais suffisamment.
Je l'avais suivi sans protester, et je me retrouvais là, à boire cet étrange mélange. Je me rendais compte qu'il n'y avait rien dans notre discussion qui fût en relation directe avec ma dépression. Je m'en inquiétais un peu, mais au fur et à mesure que la calebasse se vidait, mon corps s'engourdissait et je percevais que mon esprit m'échappait doucement. À mes pieds, Zoroastre avait allumé un petit feu dans lequel il jetait régulièrement des brindilles qu'il choisissait avec soin dans un sac manifestement préparé depuis longtemps. Il s'en dégageait des fumées irritantes et nauséeuses. Je me sentais mal, comme le novice sur un bateau qui roule et qui tangue. Je cherchais une échappatoire, et mon cerveau ne répondait plus. Ces désagréables sensations cessèrent aussi vite qu'elles étaient apparues. La seule chose dont j'ai vaguement le souvenir dans ce qui suivit est une déroutante impression d'être à la fois dans mon corps et à l'extérieur. Je distinguais Zoroastre parlant face à moi, sans le comprendre. En même temps, je parcourais la cage, je me promenais au milieu des fioles, des herbes et des préparations diverses, et je percevais au-dessous de moi 2 formes humaines et de la fumée qui se répandait en volutes bleutées. J'ai alors perdu la conscience de tout ce qui m'entourait. Je savais que Zoroastre ne me ferait aucun commentaire. Monjaku m'avait prévenu par ailleurs que ces séances étaient extrêmement épuisantes pour lui et qu'il disparaîtrait plusieurs jours pour se ressourcer. J'aurais aimé savoir où, afin de le rejoindre, pour démêler avec lui les pensées contradictoires qui m'assaillaient. Mais personne n'a jamais eu connaissance de son lieu de retraite, et je crois avoir compris que personne n'aurait osé s'en enquérir. Cela faisait partie des tabous, encore très vivaces dans l'esprit des habitants de Kandu. Je n'ai donc jamais bénéficié de la moindre explication de sa part. Je ne crois pas à la magie, ni au surnaturel. J'interprète ce que j'ai vécu comme une forme d'hypnose, et mes visions comme des fantaisies de mon esprit dérouté, qui utilisait des images enregistrées à mon insu, à chacune de mes visites dans la case de Zoroastre. Mais je reste troublé. Ces explications ne me satisfont pas totalement. Le spectacle de ces 2 personnes vues de dessus et de la fumée montant vers moi m'interpelle. Simple imagination. Je pris le sentier de retour vers Kangourou, seul. Le lendemain était jour de marché et Monjaku rentrerait accompagné par les femmes de Kandu, parmi lesquelles sans doute Fatouma serait la plus attentionnée. J'éprouvais une sensation de plénitude. J'étais bien. J'étais à ma place. Je regardais l'horizon. J'y voyais l'avenir avec confiance. Je repensais alors aux inutiles et coûteuses séances de bavardage avec une psychiatre en France. Je les avais rapidement interrompues, faute de progrès. En une rencontre, un guérisseur africain m'avait rétabli sur le bon chemin. Monjaku avait raison. Nous avions beaucoup à apprendre, les uns des autres. Aux abords de Kangourou, où je mesurais l'urgente et grave responsabilité qui pesait sur nos générations, celle de partager nos cultures. Non pour les opposer, ni les juger, mais pour de chacune d'entre elles tirer la substantifique moelle. Alors, comme l'alliage aux propriétés décuplées surgit des mains de l'alchimiste émerveillé, du berceau de nos enfants nourris de ces cultures brassées jailliront les aurores éblouissantes d'un monde nouveau, florissant, et les jardins foisonnants d'une humanité réconciliée. Il n'y a pas d'autre issue face aux immenses défis auxquels notre humanité est confrontée. La vérité se construit par la mise en commun de toutes nos vérités individuelles ou collectives. C'est encore Monjaku qui l'affirmait. Fin du chapitre 3 du tome 2.